c'est est-ce que c'est nouveau dans l'histoire de l'humanité? Et là, la réponse est non, pas du tout. Le pire qu'on ait vécu, c'est une période d'obscurantisme entre Aristarque de Samos et Copernic. Elle a duré 1800 ans, pendant laquelle on croyait que la Terre était immobile et tout le reste tournait autour. Et vous vous imaginez en 1800 ans le nombre de colloques, le nombre de thèses, le nombre de professeurs d'université qui a pu y avoir, qui tous soutenaient l'attitude selon laquelle la Terre était immobile et le reste tournait autour. En fait, la conclusion qu'on sort de ça, et je vais donner un deuxième exemple, c'est que systématiquement, dans ces périodes d'obscurantisme, ce sont les scientifiques qui les lancent, qui en bénéficient et qui en tirent avantage. Les gouvernements les ont récupérés ensuite, parce que le gouvernement, de toute façon, il leur faut bien quelque chose à se mettre sous la dent, mais De Vels l'a dit très clairement, à l'origine, ça a été lancé par des scientifiques, qui voulaient se faire mousser en quelque sorte. Alors le plus remarquable, le plus récent, ça a été la période nazie, dans laquelle les scientifiques ont tous expliqué qu'il fallait se débarrasser des juifs, qui étaient une race inférieure. Il fallait la pureté de la race, comme maintenant on a la pureté de l'atmosphère. Et il y a je vais vous lire un passage qui est extrait du livre La partie et le tout de Werner Heisenberg. Il y a un dialogue en 1933 entre Heisenberg et Planck, qui étaient deux physiciens connus pour leur contribution à la mécanique quantique. Et ils étaient dans la situation où De Vels se trouve actuellement, en ce sens qu'ils se demandaient, en 1933, c'était la montée du nazisme, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors je vous lis ce texte qui est absolument remarquable. Le livre, on peut l'acheter, hein, c'est la partie et le tout de Werner Heisenberg, édition Champ. Ça vous coûtera quelques euros, c'est des collections à bon marché. Planck me reçut dans son salon un peu sombre, mais agréablement arrangé avec des meubles anciens. J'aurais facilement imaginé, au milieu de ce salon, une vieille lampe à pétrole suspendue au-dessus de la table. Planck paraissait avoir vieilli d'un grand nombre d'années depuis notre dernière rencontre. Son fin visage étroit portait des rides profondes. Le sourire qu'il m'adressa en me saluant avait quelque chose de tourmenté. Il avait l'air infiniment fatigué. Vous venez, commença-t-il, prendre conseil auprès de moi sur des questions politiques. Mais je crains de ne plus pouvoir vous donner de conseils. Je n'ai plus aucun espoir que l'on puisse arrêter la catastrophe pour l'Allemagne et par conséquent aussi pour les universités allemandes. 1933. Hein. Avant que vous me racontiez tout ce qui se passe de désastreux à Leipzig, et qui est sans doute comparable à ce qui se déroule ici à Berlin, je vous raconterai tout de suite une conversation que j'ai eue avec Hitler il y a quelques jours. J'avais espéré pouvoir lui expliquer quel tort énorme on causait aux universités allemandes, et particulièrement à la recherche en physique dans notre pays, en chassant nos collègues juifs, et combien une telle manière d'agir était absurde, en même temps qu'au plus haut point immorale, étant donné qu'il s'agissait, pour la plupart d'entre eux, d'hommes qui se sentaient pleinement allemands et qui avaient engagé leur vie pour l'Allemagne, comme tous les autres, au cours de la guerre. Mais je n'ai rencontré aucune compréhension chez Hitler. Bien pis, je dirais qu'il n'existe aucun langage qui permette de s'entendre avec cet homme. Il m'est apparu qu'Hitler a perdu tout contact réel avec le monde extérieur. Vous ne voyez aucune similarité avec nos politiques à l'heure actuelle. Il ressent ce que dit son interlocuteur au mieux comme un bavardage importun, et il lui coupe aussitôt la parole en déclamant toujours les mêmes phrases sur la décomposition de la vie spirituelle au cours des 14 dernières années, sur la nécessité d'arrêter cette décomposition à la dernière minute, etc. On a d'ailleurs l'impression qu'il croit lui-même à ces absurdités, qu'il se donne la possibilité d'y croire précisément en éliminant, pour ainsi dire par la force, toutes les influences extérieures. De Heuvel, ça dit exactement la même chose. Il est ainsi obsédé par ses idées personnelles, inaccessible à toute objection raisonnable. Il entraînera l'Allemagne dans une catastrophe épouvantable. Je lui racontai alors ce qui se passait à Leipzig et évoquai le projet formé par les jeunes membres de la faculté de remettre ostentatoirement leur démission, afin de proclamer ainsi avec vigueur et netteté, jusque-là et pas plus loin. Mais Planck était persuadé d'avance de l'insuccès d'un tel projet. Je me réjouis de voir un homme jeune comme vous, aussi optimiste, croyant qu'il est possible d'arrêter la catastrophe par ce genre de démarche. Mais malheureusement, vous surestimez énormément l'influence des universités et des intellectuels. Le grand public n'apprendrait pratiquement rien de votre démarche. Est-ce que le grand public a appris quoi que ce soit des livres que De Vels a mentionnés, qui pourtant sont enfants de livres? Les journaux n'en parleraient pas du tout,
ou bien parlerait de votre démission sur un ton si perfide que personne n'aurait l'idée d'en tirer les conséquences sérieuses. C'est exactement ce qui s'est produit. Voyez-vous, on ne peut plus influer sur le cours d'une avalanche une fois qu'elle a été déclenchée. Combien de choses elle détruira, combien de vies humaines elle anéantira, cela est déjà fixé par les lois de la nature, même si nous n'en savons encore rien. Même Hitler ne peut plus réellement déterminer le cours des événements car il est dominé par son obsession, bien plus encore qu'il ne domine tout ce qui l'entoure. Il ne peut pas savoir si les forces qu'il a déchaînées le porteront au sommet ou l'anéantiront lamentablement. Votre démarche n'entraînerait jusqu'à la fin de la catastrophe que des conséquences pour vous-même. Peut-être êtes-vous prêt à accepter ces conséquences. Mais en ce qui concerne la vie de l'Allemagne, tout ce que pourrait faire ne pourra avoir d'effet au mieux qu'après la fin. C'est cela que nous devons considérer. Si vous démissionnez, ce qu'il vous resterait à faire dans le meilleur des cas, ce serait de chercher un poste à l'étranger, parmi la grande foule des réfugiés qui cherchent un poste. Peut-être prendrez-vous indirectement le poste de quelqu'un qui en aurait davantage besoin que vous. Il est probable que vous pourriez travailler là-bas en tranquillité. Vous seriez hors de danger et après la fin de la catastrophe, vous pourriez, si vous en avez le désir, revenir en Allemagne. Vous auriez alors bonne conscience car vous n'aurez fait aucun compromis avec les destructeurs de l'Allemagne. Mais peut-être de nombreuses années auront-elles passé d'ici là, vous aurez changé et les gens en Allemagne auront changé. Et l'on peut se demander jusqu'à quel point il vous sera encore possible d'agir dans ce monde transformé. Et j'en viens à l'attitude que nous avons décidé d'adopter. Si par contre vous renoncez à donner votre démission et que vous restiez ici, vous avez devant vous une tâche d'une toute autre nature. Vous ne pourrez pas arrêter la catastrophe et vous serez même forcé, pour pouvoir survivre, de faire de nombreux compromis. Mais vous pourrez essayer, de concert avec d'autres, de former des îlots de stabilité. C'est ce que nous avons décidé de créer. Vous pourrez rassembler des jeunes gens autour de vous, leur montrer comment on fait de la bonne science, et du même coup également sauvegarder dans leur conscience les vieilles et bonnes échelles de valeur. Bien entendu, personne ne sait combien de tels îlots subsisteront encore à la fin de la catastrophe, mais je suis persuadé que même des groupes réduits de jeunes gens doués, à qui l'on ferait traverser cette époque d'épouvante dans un tel état d'esprit, pourraient avoir un énorme rôle à jouer dans la reconstruction qui suivra à la fin. Car ces groupes pourraient constituer des germes de cristallisation autour desquels se constitueraient les nouvelles formes de vie. De prime abord, ce que je dis concerne la reconstruction future de la recherche scientifique de l'Allemagne. Mais comme personne ne sait quel rôle la science et la technique seront amenés à jouer dans ce monde de demain, cela pourrait devenir important également dans des domaines plus vastes. Je crois que tous ceux qui peuvent faire quelque chose ici et qui ne sont pas tout simplement forcés, notamment pour des raisons raciales, d'émigrer, devraient essayer de rester ici afin de préparer un avenir plus lointain. Ceci sera certainement très difficile et non sans danger, et les compromis que ces hommes seront forcés de faire leur seront plus tard reprochés, à juste titre, et ils seront peut-être même sanctionnés. Mais peut-être que néanmoins il faut agir ainsi. Bien entendu, je ne peux en vouloir à quiconque prendrait une décision différente, à savoir celle de quitter l'Allemagne parce que l'on y trouve la vie insupportable, parce que l'on ne peut plus supporter de voir les atrocités qui s'y passent et que l'on ne peut pas non plus les empêcher. Cependant, dans la situation épouvantable que nous connaissons maintenant en Allemagne, il n'est plus possible d'agir de façon juste. Quelle que soit la décision que l'on prenne, on a tort d'une certaine façon. C'est pourquoi, en définitive, chacun doit trancher pour lui seul. Il ne sert plus à rien de donner ni de recevoir des conseils. Je peux donc seulement vous dire ceci. N'espérez pas, quoi que vous fassiez, pouvoir empêcher beaucoup de malheurs d'ici à la fin de la catastrophe. Pensez cependant, en prenant votre décision, à l'époque d'après.